Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la réaction des matériaux face à un champ magnétique. Nous allons aussi voir la notion de bobine à noyau de fer et de transformateur. Commençons par le champ magnétique et les matériaux. Et voyons un peu comment un champ magnétique réagit différemment en fonction des matériaux qui sont mis en jeu. Pour l'instant, dans toutes les vidéos précédentes, nous avons traité le champ magnétique dans l'air ou dans le vide, ce qui est à peu près la même chose. Nous pouvons nous demander maintenant si, suivant la nature du matériau utilisé, le champ magnétique va avoir une action différente. Pour cela, nous pouvons réaliser une première expérience. Nous prenons ici deux aimants et nous allons dans un premier temps confirmer que ces aimants ont bien des pôles qui s'attirent et des pôles qui se repoussent. Donc chaque aimant présente un pôle nord et un pôle sud, et nous constatons que si nous mettons en regard les deux pôles sud, les aimants se repoussent. De la même façon, si nous mettons face à face un pôle nord et un pôle sud, les aimants s'attirent. C'est ce que nous avons déjà vu. Maintenant, nous pouvons nous intéresser à différents matériaux, comme une règle en plastique, un cube de bois, ou encore un morceau de cuivre, ou une règle en aluminium. Nous constatons qu'il ne se passe pas grand-chose. Par contre, si nous posons notre aimant sur un matériau ferreux, comme ici une tige de fer, nous constatons que l'aimant attire la tige de fer. Il en est de même pour ce petit morceau de métal qui est en acier et donc en fer. C'est la première constatation que nous faisons, c'est qu'un aimant face à différents matériaux va soit attirer ou non ces matériaux. Nous pouvons maintenant nous poser la question de est-ce que ces matériaux vont avoir une influence lorsqu'on crée une bobine? Pour l'instant, toutes les bobines que nous avons faites sont des enroulements de fils de cuivre dans l'air. Est-ce que si nous mettons au centre de cette bobine autre chose que de l'air, la bobine présente un comportement différent? Nous allons donc passer à une seconde expérience pour voir un peu ce qui peut se produire. Donc ici, nous avons une bobine à noyau de cuivre et nous allons utiliser différents matériaux. Alors nous avons une résistance qui nous permet de mesurer le courant qui circule dans cette bobine, une résistance de 10 ohms, courbe en bleu ici, et nous constatons ici, lorsque nous introduisons une tige métallique ferreuse dans le centre de la bobine, que le courant dans la bobine diminue. Pareil, si je mets une deuxième tige d'acier, le courant diminue encore, et si je mets une troisième tige d'acier, le courant diminue encore. Donc je vous rappelle que le courant est en bleu et la tension d'excitation de la bobine en jaune. Nous constatons donc que si nous avons un noyau en fer, le courant diminue dans la bobine. Nous pouvons aussi faire l'expérience avec un élément ferreux, mais que nous allons fermer sur lui-même. On parle alors de circuit fermé. Là déjà, il y a eu une première diminution du courant, et si nous fermons le circuit, nous constatons que le courant diminue fortement. Nous sommes dans le cas d'un circuit magnétique fermé. Nous allons revoir cette notion ultérieurement. Nous pouvons donc en conclure que si un matériau ferromagnétique est au centre d'une bobine, celle-ci va avoir un comportement différent, et au vu de l'expérience que nous avons réalisée, comme le courant diminue, si la surface de la bobine ne peut pas changer, la résistance ne change pas, le nombre de tours ne change pas, le seul moyen qu'il y ait une diminution du courant, c'est que l'inductance propre de la bobine a été modifiée, et cette inductance propre a dû augmenter, et nous allons voir un petit peu des précisions sur la façon dont ça s'est passé. Jusque-là, nous avions fait des expériences dans l'air ou dans le vide, et nous avions introduit uniquement la notion de champ magnétique. Alors on n'avait pas précisé, mais c'est ce qu'on appelle le champ d'induction magnétique. En fait, nous allons introduire une nouvelle grandeur pour justement dire que lorsqu'on sollicite un matériau, il va réagir suivant sa nature. Et donc nous allons introduire la notion de champ d'excitation magnétique. Donc le champ d'excitation magnétique, c'est un champ que l'on exprimera en ampères par mètre. Ce champ d'excitation magnétique, lorsqu'on va le multiplier par la perméabilité magnétique du vide, va nous donner le champ d'induction magnétique, qui lui s'exprimera en Tesla. μ0
nous l'avons déjà vu, elle s'exprime, c'est une constante qui s'exprime en Henry par mètre et qui vaut 4 pi 10-7, donc qui est très très faible. Existe-t-il des matériaux qui réagissent différemment? Eh bien oui, ici on a travaillé avec un matériau ferromagnétique, mais il existe d'autres matériaux. Et donc on introduit une nouvelle constante, une nouvelle propriété du matériau qu'on va appeler μr, qui est la perméabilité relative du matériau. Et donc cette perméabilité relative va dépendre du matériau. Donc, beaucoup de matériaux n'ont pas de réaction face au champ magnétique, comme on l'a vu, l'aluminium, le cuivre, le plastique, le bois, tout ça ne réagit pas trop au champ magnétique, mais d'autres matériaux, comme par exemple les matériaux diamagnétiques, qui sont relativement rares, eux vont avoir tendance à diminuer le champ magnétique. Les matériaux paramagnétiques vont augmenter le champ d'excitation magnétique pour une même excitation. Et un des matériaux qui nous intéressera le plus, ce sont les matériaux ferromagnétiques qui, eux, pour une même excitation, vont présenter un champ magnétique beaucoup plus fort. Nous voyons ici un exemple dans le tableau en bas à droite, avec le cobalt, le fer, le mu-métal et le nickel qui ont des coefficients de μr relativement importants. Donc ces matériaux ferromagnétiques, nous l'avons vu, présentent une augmentation du champ magnétique pour une même excitation, mais un paramètre particulier va apparaître, et on va le mettre en évidence, c'est que le comportement de ces matériaux n'est pas linéaire. Et donc, la formule B égale mu0 mu RH n'est pas utilisable sur l'intégralité de la caractéristique du matériau, mais juste sur un petit domaine restreint linéaire, que l'on va quitter rapidement si on a des champs magnétiques importants. On va donc réaliser une troisième expérience. Donc cette expérience consiste tout simplement à prendre une bobine à noyau de fer, ici en haut à gauche. Nous mesurons le courant dans cette bobine à l'aide d'une petite résistance de 10 ohms. Comme d'habitude, nous sommes obligés, comme le générateur de fonctions et l'oscilloscope ont une masse commune, nous sommes obligés de mettre toutes les masses au même endroit. Et donc, dans cette situation, nous visualisons VR qui est une image du courant dans la bobine, et puis nous avons après la tension aux bornes de la bobine VL, que nous ne pouvons pas mesurer directement et que nous mesurerons par l'intermédiaire de V, qui n'est pas exactement la représentation de VL, surtout qu'ici on ne peut pas vraiment négliger VR par rapport à VL. Bon. Mais nous avons approximativement la tension aux bornes de l'inductance et le courant qui circule dans celle-ci. Et nous remarquons qu'il y a une déformation, qu'il n'y a pas de linéarité, on voit bien sur la courbe. Alors au-dessus, nous avons l'image de la tension et du courant dans la bobine, tension bande de la bobine en jaune, courant dans la bobine en bleu, en tout cas image du courant. Et nous voyons qu'il y a des déformations. Et en dessous, nous avons la représentation en mode XY, donc nous représentons I en fonction de U. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'image de la tension en bande de la bobine est directement liée au flux, grâce à la loi de Faraday, E égale moins dφ sur dt. Donc le flux nous donne une image de la tension aux bandes de la bobine, ou la tension nous donne une image du flux. Ce flux dépend lui-même directement de B. Donc en gros, la tension au banc de la bobine est une image de B. Alors que le courant dans la bobine est une image de l'excitation de la bobine, et donc ici nous avons une image du courant. Et donc ce sera l'image de l'excitation en ampères par mètre. Donc dans ces conditions, eh bien, nous nous rendons compte que nous avons une non-linéarité entre H et B. C'est ce qu'on va appeler la courbe d'hystérésis. Si nous nous intéressons plus particulièrement à cette courbe d'hystérésis, nous constatons qu'il y a dans un premier temps, si nous excitons le matériau avec un courant donc en ampères par mètre, nous créons un champ d'excitation, nous avons d'abord une montée linéaire, puis une saturation. Nous pouvons expliquer cette saturation par une explication un peu imagée, qui consisterait à dire que les matériaux ferromagnétiques sont constitués de millions de petits dipôles magnétiques, de petits aimants, orientés aléatoirement, qui fait que dans la moyenne, il n'y a pas de champ magnétique au sein du matériau. Par contre, quand nous excitons ce matériau, ces petits aimants s'orientent tous dans la même direction, créant un champ magnétique plus important que dans le vide. Mais une fois que tous les aimants sont tous orientés dans la même direction, nous atteignons ce qu'on appelle la saturation. Quand nous faisons marche arrière et que
nous avons atteint HM et que nous diminuons l'excitation magnétique, eh bien tous les aimants ne vont pas reprendre la même position aléatoire et nous allons garder une certaine orientation qui va donner naissance à un champ rémanent quand l'excitation a disparu. Quand l'excitation a disparu, nous avons une orientation des petits dipôles magnétiques qui s'est opérée et nous avons donc ici une aimantation qui est le champ rémanent. Dans cette situation, si nous augmentons l'excitation en inverse et que nous avons de nouveau annulation du champ magnétique, nous avons ce qu'on appelle l'excitation coercitive. Et cette excitation coercitive, c'est l'excitation qui permet d'annuler le champ rémanent. Nous pouvons poursuivre dans les négatifs et ainsi de suite et remonter dans les positifs. Nous avons ainsi un cycle d'hystérésis. C'est l'hystérésis magnétique. Suivant les matériaux, les comportements vont être différents et nous aurons des hystérésis de largeur, de linéarité, de saturation différentes. Tout dépend des matériaux utilisés. Généralement, on va combiner des alliages pour avoir des formes d'hystérésis qui correspondent à ce qu'on veut faire avec le matériau. Dans le cas d'une utilisation, par exemple, dans une bobine, on cherche à être le plus linéaire possible, à avoir le moins d'hystérésis possible. Donc si on avait une droite, ce serait l'idéal. On voit une petite ellipse en haut au centre, c'est déjà pas mal. Voilà, nous avons différents matériaux. Par contre, si nous voulons faire un aimant, il est important d'avoir un champ rémanent extrêmement important. Et ce champ rémanent extrêmement important, nous l'aurons par exemple sur une courbe d'hystérésis comme celle qui se trouve en haut à droite ou en bas au centre. Donc nous allons choisir le matériau en fonction de l'application que nous voulons en faire. Intéressons-nous maintenant aux bobines dont le centre ne serait plus de l'air, mais dont le centre serait du fer, ce qu'on appelle les bobines à noyau de fer. Alors nous avons vu que le fait de boucler le noyau de fer, donc d'être sur un circuit fermé, comme le montre ici la figure à gauche, alors ici nous avons deux bobines, mais nous allons nous occuper d'une seule bobine, et nous avons ici une représentation de la répartition des lignes de champ suivant la perméabilité magnétique du milieu. Et donc ici nous avons une perméabilité dans un premier temps de 1, puis de 5, et puis si nous continuons avec une perméabilité de 10 et une perméabilité de 50, eh bien nous nous rendons compte qu'il y a de plus en plus de lignes de champ qui sont dans le circuit magnétique et que le flux magnétique principal est au sein du circuit magnétique et que nous avons quelques lignes de champ qui quittent ce circuit magnétique. Dans ces conditions, nous pouvons essayer de trouver un modèle à la bobine à noyau de fer. Alors nous allons prendre en considération dans un premier temps la résistance du fil qui a permis de constituer la bobine. C'est un fil de cuivre, il a permis de constituer la bobine, et donc il a une petite résistance de faible valeur en général, que l'on note R minuscule. Ensuite nous avons les lignes de champ qui ne traversent pas le circuit magnétique, qui se bouclent dans l'air. Plus mu R sera grand, plus ces lignes de champ seront négligeables par rapport aux lignes de champ qui traversent le circuit magnétique. Et ce sera ce qu'on appelle l'inductance de fuite. Ensuite, l'inductance principale que l'on souhaite réaliser, notre bobine à noyau de fer, eh bien, elle sera justement sujette à un flux magnétique qui traverse principalement le circuit magnétique. Et puis pour finir, dans le fer, nous avons des pertes. Et oui, nous avons des pertes qui sont de deux types. Une première perte que l'on peut expliquer ici par le cycle d'hystérésis. En effet, à chaque fois que l'on balaye le cycle d'hystérésis, nous avons tout simplement une perte d'énergie. Donc chaque balayage provoque une perte d'énergie qui correspond à peu près à l'aire du cycle d'hystérésis. Donc plus nous parcourons ce cycle d'hystérésis rapidement, plus nous perdons d'énergie, et plus la surface de ce cycle d'hystérésis est important, et bien plus cette perte est importante. Et puis nous avons une deuxième perte que nous verrons plus tard dans une autre vidéo qui est due à des courants de Foucault. Ce sont des courants qui vont se créer dans le noyau ferreux. C'est pour ça que vous avez pu remarquer que le circuit magnétique était en tôle feuilletée, un empilage de tôle. Nous reviendrons sur ce principe. Et donc toutes ces pertes, eh bien, elles sont matérialisées par une résistance RP, qui traduit les pertes fer. Nous avons donc un modèle assez complexe qui fait intervenir la résistance du fil, l'inductance de fuite, l'inductance principale et les pertes fer avec RP. Si notre circuit magnétique présente une perméabilité magnétique importante, eh bien, le mu R étant grand, eh bien, la bobine L, bobine de fuite, petite L, devient négligeable et nous pouvons la retirer dans le cas d'un modèle simplifié. Voyons maintenant
comment on va se diriger d'une bobine à noyau de fer vers un circuit magnétique, puis vers un transformateur. Alors dans le cas d'un transformateur, on va considérer dans une première approximation que l'ensemble du flux magnétique principal n'est que dans le circuit magnétique et nous allons négliger les fluides de flux, les lignes de champ qui se rebouclent dans l'air. Donc nous considérons que tout le flux traverse l'ensemble du circuit magnétique. Donc quand nous faisons une spire, un fil qui parcourt une spire autour de ce champ magnétique, il voit le flux qui correspond au flux qui circule dans le circuit. Si maintenant nous mettons n spires, comme ici la bobine en rouge, qu'on appellera bobine primaire, eh bien nous voyons n1 fois le flux. Donc nous avons un flux phi1 dans cette bobine qui vaut n1 fois le flux par spire. Dans la deuxième bobine, nous avons de la même manière un flux phi2 qui vaut n2 fois le flux par spire. Si maintenant nous essayons d'interpréter ces différents éléments, eh bien regardons un peu les tensions par rapport au flux. D'après la loi de Faraday, nous savons que E égale moins dφ sur dt. Comme ici les bobines sont fléchées en convention récepteur, nous pouvons écrire que U, qui vaut moins E, vaut tout simplement dφ1 sur dt pour la bobine 1, dφ2 sur dt pour la bobine 2. Mais dφ1 sur dt correspond à n1 d2φ par spire sur dt, et U2 correspond à dφ2 sur dt, n2 d2φ par spire sur dt. Si nous faisons donc le rapport de U2 sur U1, nous avons le rapport de N2 sur N1 et les dérivés des flux par spire par rapport au temps se simplifient. Donc, nous pouvons déduire que le rapport des tensions est égal au rapport du nombre de spires. Une dernière remarque sur ce qu'on appelle les bandes homologues. Les bandes homologues, ce sont les bandes par lesquelles, si un courant entre, elles vont toutes créer un champ magnétique dans le même sens dans le circuit magnétique. Donc ici, si un courant entre dans la bobine 1, sur la borne en haut, où nous avons repéré un point, nous voyons que nous créons un champ B qui va vers le haut et donc qui va créer un champ qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre dans le circuit magnétique. La borne par laquelle il faut faire rentrer un courant pour créer un champ dans le même sens sur la bobine 2, c'est la borne du bas, où nous avons encore mis un point. Effectivement, si dans cette bobine en bas un courant entre, nous créons un champ vers le bas, donc qui tourne dans le même sens que celui créé par la bobine 1. Donc ces bandes homologues sont très importantes. Quand on rentre des courants par les bandes homologues, nous additionnons du champ magnétique. Alors, on a trouvé assez facilement, avec la loi de Faraday, la relation entre les tensions sur un circuit magnétique, qui, je le rappelle, a été considéré comme quasi parfait, vu que nous avons négligé les fluides de flux, mais qu'en est-il du courant ? Pour l'instant, nous ne sommes pas outillés pour trouver la relation entre les courants, et donc nous allons introduire un nouveau théorème qui s'appelle le théorème d'Ampère. Que dit le théorème d'Ampère ? Il dit tout simplement que si l'on trace un contour fermé qui va donc délimiter une surface, eh bien, la circulation du champ magnétique le long de son contour est égale à la somme des courants qui traversent cette surface multipliée par μ0. Donc ici, nous pouvons noter que l'intégrale curviligne de B scalaire dl égale μ0 des I enlacés par le contour. Donc ici, nous pourrions compter I1 négativement, I2 positivement, I3 positivement, et I4 ne serait pas compté car il n'est pas enlacé par le contour. Ceci est le théorème d'Ampère. Ce théorème d'Ampère peut donc être appliqué pour déterminer la relation entre les courants sur mon circuit magnétique. Donc, ici, le contour, ce sera le contour, par exemple, en vert, qui est à l'intérieur du circuit magnétique. Et nous constatons que la bobine en rouge, nous avons les courants qui vont vers le fond de l'écran, de l'avant vers le fond de l'écran. Et donc, par rapport à l'orientation du contour en vert, nous allons compter ces courants positivement. Et puis, par contre, les courants dans la bobine 2, nous voyons que I2 ramène des courants qui vont du fond de l'écran vers l'avant. Donc, nous allons déduire les courants qui vont du fond vers l'avant. Nous voyons donc N1 fois le courant I1, les N inspirent, N2 fois le courant I2, nous effectuons une soustraction vu qu'ils ne sont pas dans le même sens, et puis là, nous multiplions ce terme non pas par μ0, mais par μ0 μr, car nous sommes dans un circuit magnétique qui présente une perméabilité magnétique μr. Nous pouvons donc écrire que la somme sur le contour des B scalaires dl égale μ0 μr, facteur de N1 I1 moins N2 I2. Si nous retournons cette équation, nous obtenons
une fraction, et si nous imaginons que notre circuit magnétique est quasiment parfait, nous allons avoir donc un μr extrêmement grand. Si le μr est extrêmement grand, nous pouvons considérer que le terme de droite de l'équation est quasi nul, et nous pouvons écrire dans ce cas, en simplification, que n1i1 moins n2i2 égale 0. Ce qui va nous conduire à la relation que les courants I2 sur I1 est égal à l'inverse du rapport du nombre de spires N1 sur N2. Nous avons donc obtenu la relation entre les courants. Ce qu'il faut donc retenir dans le cas d'un transformateur parfait, c'est-à-dire dans le cas où μr est très grand et qu'il n'y a pas de fluide de flux, eh bien nous pouvons, dans une première approximation, noter que le rapport des tensions U2 sur U1 est égal au rapport du nombre de spires N2 sur N1, ce que l'on appellera le rapport de transformation du transformateur, et que c'est l'inverse pour les courants, le rapport I2 sur I1 est égal à l'inverse des courants du rapport du nombre de spires. Nous avons en bas, en fin de la figure, deux représentations symboliques du transformateur. Le schéma en bas à gauche, petit a, est le plus utilisé, et parfois le petit b est aussi utilisé. Voilà, nous en avons terminé sur la notion de bobine à noyau de fer, de circuit magnétique et de transformateur. Nous verrons d'autres propriétés des champs et de l'utilisation des champs magnétiques dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.